Numéro 3, Brian Schaeffer. Comment une personne peut-elle entrer dans un bâtiment sans jamais en ressortir ni être revue par quiconque? C'est le cas de Brian Schaeffer, un étudiant en médecine de 27 ans à l'Université d'État de l'Ohio. Brian était né le 11 février 1979 de Renee et Randy Schaeffer et il a grandi à Pickerington, Ohio. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire de Pickerington, Brian a fréquenté l'Université d'État de l'Ohio et a obtenu une licence en microbiologie en 2003. Poursuivant ses études à Ohio State University, Brian était inscrit comme en relation romantique avec Alexis Wagonier, une étudiante en médecine. Pendant une relation romantique avec Alexis Wagonier, une camarade étudiante en médecine. Pendant sa deuxième année de médecine, la mère de Brian, Renee, a été diagnostiquée avec une forme rare de cancer. Tristement, le 6 mars 2006, Renee Schaeffer a perdu sa bataille contre le cancer. Le décès de la mère de Brian a fortement influencé sa vie. Son ami a dit qu'il était très fort, mais qu'il souffrait plus qu'il ne le montrait. Avant son décès, Renee avait offert à Brian et Wagonier un voyage à Miami, en Floride. Le voyage était prévu pour le 3 avril 2006 pendant les vacances de printemps de Brian et Wagonier. À l'approche des vacances de printemps, Brian était occupé à réviser pour les examens de mi-session. Il a dîné avec son père, Randy Schaeffer, le 31 mars. Randy pensait que son fils était épuisé. Pendant leur repas chez Outback Steakhouse, Brian a dit à son père qu'il allait faire la tournée des bars plus tard dans la nuit. Randy Schaeffer n'approuvait pas, mais il savait que son fils était adulte et pouvait décider par lui-même. Après le dîner, à 21h, Brian a appelé sa petite amie, Alexis Wagonier, pour confirmer les détails de leur voyage en Floride. Elle a dit que la conversation semblait normale et Brian a terminé l'appel téléphonique en disant « Je t'aime ». Brian a retrouvé son ami, William Clint Florence, au Ugly Tuna Saloon à 21h30 pour boire un verre. Brian et Florence ont fait la tournée des bars dans le quartier Arena à Columbus. Le quartier porte ce nom à cause de l'arène nationale où joue l'équipe de la Ligue nationale de hockey, les Blue Jackets de Columbus. Pendant leur tournée des bars, le duo a pris un shot d'alcool fort dans chaque bar, finissant par rencontrer Meredith Reed, une amie de Florence, dans un bar. Juste après minuit, Reed a ramené Brian et Florence à l'Ugly Tuna Saloon pour leur dernier tour de boisson. Sur la vidéo de surveillance, on peut voir Brian, Florence et Reed monter un escalator jusqu'à l'entrée de l'Ugly Tuna Saloon. Il était 1h15 du matin. Les trois ont apprécié le concert au bar. À un moment donné, Brian s'est séparé de Florence et Reed. À 1h55 du matin, Brian est vu sur la même caméra de surveillance accompagnant deux femmes inconnues hors du bar, leur parlant pendant quelques minutes, puis leur disant au revoir et rentrant dans le bar. C'est la dernière apparition de Brian Schaeffer. Le Ugly Tuna Saloon avait fermé à 2h du matin et la caméra de surveillance a filmé tous les clients quittant le bar. Brian Schaeffer n'est pas l'un d'eux. Florence et il ne le voient pas. Ils ont tenté de l'appeler, mais en vain. Ils ont essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu à son téléphone. Florence et Reed sont partis chez eux, supposant que Brian soit rentré à pied. Le 1er avril, après une tournée des bars, Florence a tenté en vain de joindre Brian par téléphone. Plus tard, Wagonier a conduit de Toledo à l'appartement de Brian à Columbus. Elle a trouvé sa voiture sur le parking. Dans l'appartement, tout semblait en ordre. Wagonier a choisi d'y rester pour attendre l'arrivée de Schaeffer. Mais pendant le week-end, Brian n'est pas rentré à la maison. Inquiet, Wagonier a appelé le père de Brian, Randy. Randy a essayé d'appeler son fils, mais il n'a pas non plus réussi à le joindre. Randy a contacté son autre fils, Derek, pour aider à localiser Brian, mais il n'a pas non plus eu de chance. Brian était attendu à l'aéroport le 3 avril pour son vol vers Miami. Cependant,
il n'est pas venu et a manqué son vol. Plus tard ce jour-là, Randy Schaefer a signalé à la police de Columbus la disparition de son fils. La police de Columbus a lancé une enquête. Ils ont commencé au Ugly Tuna Saloon. Pendant l'enquête, la police a examiné toutes les vidéos de surveillance du bar. Ils ont vu Brian entrer, mais jamais quitter le bâtiment. Une théorie est que Brian aurait pu sortir par une porte de service, mais la porte de service était sous surveillance et personne n'est sorti par là. Aucun des membres du personnel n'est sorti par cette porte. Aucun des membres du personnel du bar ne se souvient avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Brian dans le bar après la fermeture. Des chiens policiers ont été amenés, mais ils n'ont pas pu le pister. Le 4 avril, pour des informations sur la disparition de Brian. L'Université d'État de l'Ohio, faculté de médecine, des informations sur la disparition de Brian. La faculté de médecine et de santé publique de l'Université d'État de l'Ohio a ajouté 5 000 $ à la récompense. Presque tous ceux avec qui Brian passait la soirée ont passé un test polygraphique. Ils ont tous réussi. Au moment de cette vidéo. La police ne pense pas que Florence ait quoi que ce soit à voir avec la disparition de Brian, mais la famille Shaver pense qu'il en sait plus que ce qu'il a dit. La police a pu localiser les deux femmes à qui Brian parlait sur la vidéosurveillance la dernière fois qu'il a été vu. Elles ont été disculpées en tant que suspectes. Une veillée a été organisée pour Brian à l'Ohio State University le 9 avril. Le lendemain, un informateur a appelé les enquêteurs pour dire qu'il avait vu Brian dans une épicerie de Columbus, mais les enquêteurs ont déterminé que ce n'était pas lui. Les cartes de crédit et les comptes bancaires de Brian n'ont pas été utilisés et son téléphone portable n'a passé aucun appel ni n'a été repéré par les tours de téléphonie proches. 9 jours après, la police a été appelée chez Brian pour une effraction. Wagoneer a été convoqué à l'appartement pour voir si quelque chose manquait. Mis à part quelques disques vidéo numériques manquants, l'appartement semblait identique et la police a conclu que l'effraction n'avait aucun lien avec la disparition. Dans les mois qui ont suivi, Wagoneer a appelé Brian sur son portable tous les jours. Les appels tombaient systématiquement sur la messagerie vocale. Mais le 11 septembre 2006, le téléphone sonna. L'opérateur mobile a évoqué une potentielle erreur informatique permettant au téléphone de sonner. Cependant, le téléphone a pingé une tour cellulaire à Hillard, environ 14 miles au nord-ouest de Columbus, Ohio. Plus tard, l'année où Brian a disparu, le groupe de rock Pearl Jam jouait à Cincinnati, Ohio, à environ 100 miles de Columbus. Pendant le concert, le chanteur principal, Eddie Vedder, a dit au public que toute personne ayant des informations devrait contacter les autorités. Pearl Jam était le groupe favori de Ryan. Il avait même un tatouage avec leur logo Stickman sur son bras. De nombreux conseils sont arrivés, mais rien de valeur. En 2008, la famille Shaver a connu plus de tragédies. Le 14 septembre, Randy Schaefer nettoyait les débris d'une tempête quand un arbre tombant l'a frappé et l'a tué. Une nécrologie en ligne a été publiée pour Randy Schaefer et un message étrange est apparu dans les commentaires. Il dit « Papa, je t'aime ». Avec amour, Brian. Et les viergesses américaines. La police a enquêté sur le poste et a conclu à un canular. L'adresse IP était liée à un ordinateur en libre accès dans le comté de Franklin, Ohio, mais ils n'ont pas encore trouvé qui a écrit le message. En 2020, une photo a été envoyée au Federal Bureau of Investigation. Sur la photo se trouve un sans-abri au Mexique qui ressemble à Brian, mais l'analyse du Federal Bureau of Investigation a déterminé que ce n'était pas Brian. 15 ans après la disparition de Brian, la police a diffusé des images de vieillissement pour montrer à quoi Brian pourrait ressembler à 42 ans. Selon certaines théories, Brian aurait été assassiné la nuit de sa disparition. Cependant, il n'y a aucune preuve d'un acte répréhensible, personne dans le bar n'a vu d'altercation et il n'est pas sorti par la porte d'entrée.
Une autre théorie suggère que Brian a été assassiné et enterré dans le bar où des travaux de construction étaient en cours. Mais la police ne pense pas que cela se soit produit car les chiens n'ont pas détecté l'odeur d'un corps. Beaucoup croient que Brian s'est suicidé. Brian était triste à cause du décès de sa mère et stressé par l'école de médecine, ce qui pourrait expliquer son comportement. Il a peut-être trouvé tout cela trop accablant et a décidé d'en finir. La police a enquêté sur cette théorie mais n'a trouvé aucune preuve pour la soutenir. Selon leurs expériences, la plupart des personnes suicidaires veulent que leur corps soit découvert pour que les gens sachent qu'elles sont parties. De plus, Columbus est la ville la plus enregistrée par circuit fermé de télévision dans l'Ohio. Donc Brian aurait dû apparaître sur circuit fermé de télévision à un moment donné avant de se donner la mort. La dernière théorie est qu'après la mort de sa mère, Brian voulait commencer une nouvelle vie. Alors il a tourné le dos à son ancienne vie. Des amis ont dit que Brian leur avait dit qu'il aimerait partir et vivre quelque part de tropical et chaud et poursuivre sa véritable passion, la musique. Bien que cela aurait pu se produire, Ryan était ivre cette nuit-là et réussir à partir sans être vu et ne pas utiliser ses cartes de crédit ou compte bancaire aurait été très difficile. Au moment de cette vidéo, Ryan Schaeffer s'est toujours porté disparu. La police n'a aucune piste. Il y a une récompense de 100 000 $ pour toute information concernant son lieu de résidence. Le 25 mars 1981, Miguel et Mary Negrete sont devenus pour la première fois des parents fiers de leur fils, Michael William Negrete. Michael a eu une enfance typique. Il a grandi en Californie et avait les mêmes centres d'intérêt que beaucoup d'enfants américains à cette époque, comme Star Wars, les Simpsons et les jeux vidéo. Au collège, il est devenu un grand fan de musique. Il aimait particulièrement John Coltrane, un saxophoniste de jazz populaire dans les années 60. Michael a intégré l'orchestre du collège en tant que trompettiste. En 1997, Michael et sa famille ont déménagé à San Diego, en Californie. Il a d'abord eu du mal avec le déménagement, mais il a finalement rejoint la fanfare du lycée Rancho Bernardo et s'est fait des amis au sein de ce groupe. Pendant sa dernière année, il a rejoint l'Orchestre symphonique des jeunes de San Diego. Il avait un avenir prometteur dans la musique. Quand est venu le moment de postuler pour les universités, le premier choix de Michael était l'Université de Californie à Los Angeles, également connue sous le nom de Université de Californie à Los Angeles. Il a reçu une lettre de l'Université de Californie à Los Angeles lui annonçant non seulement qu'il avait été accepté dans cette école, mais qu'il avait également obtenu une bourse d'études en musique. À l'automne 1999, Michael a emménagé au 6e étage des dortoirs de Dykstra Hall à l'Université de Californie à Los Angeles. Pendant son premier semestre, il était un étudiant modèle avec d'excellentes notes. Avec les examens finaux qui approchaient, Michael a décidé de se détendre un peu et d'aller à la fête d'anniversaire d'un camarade de dortoir qui se tenait dans le dortoir. Dans la nuit du 9 décembre 1999, Michael a été vu à la fête agissant normalement. Les gens l'ont vu boire une margarita. Des heures plus tard, il est retourné dans sa chambre de dortoir où il s'est connecté à son ordinateur pour jouer au jeu en ligne Quake avec un ami qui était à quelques chambres de la sienne. Après une heure de jeu en ligne, plusieurs personnes ont vu Michael quitter sa chambre et se rendre dans la chambre de son ami à qui il venait de perdre. Ils ont discuté brièvement avec son concurrent en ligne, échangé des high-fives et fait des remarques amusantes sur une revanche. Michael a été vu pour la dernière fois entrant dans sa chambre d'étudiant à 4 heures du matin. Ce fut la dernière fois que Michael Negrete a été vu. À 9 heures, le colocataire de Michael a constaté son absence au réveil. Étrangement, toutes ses affaires étaient glas. Vêtements, chaussures, portefeuille et instruments de musique. Le colocataire a trouvé étrange que ses chaussures soient toujours là parce que Michael ne quittait pas la chambre sans elles, même s'il allait dans le couloir. Le week-end a passé
Et personne n'était trop inquiet. Mais cela a changé lorsque Michael n'a pas assisté à son premier examen le lundi 13 décembre. L'école a joint les parents de Michael. N'ayant pas de ces nouvelles, ils l'ont immédiatement signalé comme disparu. Plusieurs jours plus tard, Michael a manqué 2 examens et une représentation musicale de plus. La nouvelle de la disparition s'est vite propagée sur le campus. L'école, le personnel et les étudiants ont créé une récompense de 100 000 $ pour toute information. La récompense a finalement atteint 119 000 $ grâce aux dons venant de l'extérieur de l'école. Les enquêteurs ont fouillé le campus de 400 acres. Des chiens de recherche ont été amenés mais rien n'a été trouvé. Suite à l'échec des recherches, les enquêteurs ont interrogé tous les participants à la fête de Dijkstra Hall. Tous ont convenu que Michael buvait, mais il n'a montré aucun signe de comportement préoccupant. Des photos ont été prises, mais n'ont donné aucune piste. Les enquêteurs se sont concentrés sur la période entre 4 heures du matin et 9 heures du matin. Ils pensent que Michael a peut-être quitté le bâtiment pour rencontrer quelqu'un, mais il y a des problèmes avec cette théorie. À l'époque, la sécurité de l'Université de Californie à Los Angeles était située aux entrées de tous les dortoirs et les étudiants devaient montrer une pièce d'identité pour entrer dans le bâtiment. La sécurité a déclaré qu'il n'avait jamais vu Michael Lee cette nuit-là et qu'il n'a jamais essayé de regagner l'accès au dortoir. Un témoin s'est manifesté en 2000 prétendant avoir vu un homme suspect se promener au 6e étage, qui était l'étage de Michael. Il a été décrit à un artiste de croquis comme un caucasien corpulent dans la trentaine, portant une veste avec un motif de couleur turquoise. Un autre témoin a dit qu'une veste avec un motif de couleur turquoise. Un autre témoin a dit qu'il avait vu quelqu'un ressemblant à Michael à l'extérieur du dortoir à 4h35 du matin. Les récits des 2 témoins ne génèrent aucune nouvelle piste et la police ne sait pas s'ils sont liés. On pensait qu'une autre piste s'était développée lorsque le compte de messagerie instantanée America Online de Michael Tramfanon est soudainement devenu actif. Les enquêteurs ont suivi la piste, mais malheureusement, c'était une impasse. Ils ont découvert qu'après une période d'inactivité, le nom d'utilisateur a expiré, permettant à un autre fan de Coltrane de le récupérer. Les cartes de crédit et les comptes bancaires de Michael sont inactifs depuis sa disparition. Après 23 ans, la police n'a pas de nouvelles pistes et l'affaire reste non résolue. Mais ils soupçonnent que Michael Negrete a été victime d'un crime. La police veut parler à l'homme du croquis, mais personne ne s'est jamais manifesté et son identité reste un mystère. Si Michael William Negrete est toujours en vie aujourd'hui, il aurait 41 ans au moment de cette vidéo. Numéro 1, Keith Reinhardt. L'histoire de la disparition sans trace de Keith Reinhardt ne commence même pas avec lui. Tom Young possédait une petite librairie sur la route principale de Silver Plum, Colorado. Le 7 septembre 1987, Young a fermé le magasin et on ne l'a plus jamais revu vivant. Les habitants de la ville pensaient là que Young partait en voyage en Europe, mais après 3 semaines, personne n'avait eu de nouvelles de lui ou de son chien, Gus. Alors les gens de la ville ont commencé à parler. Cette librairie a finalement été fermée en raison du non-paiement du loyer. En juin 1988, Keith Reinhardt, un journaliste sportif de Chicago de 48 ans, a emménagé à Silver Plum. Désirant plus, Keith a pris un congé sabbatique de 3 mois et a retrouvé son ami Ted Parker au Colorado. Keith et Parker étaient amis depuis 40 ans. Keith voulait ouvrir une boutique d'antiquités en face du café de Parker. Le magasin était autrefois la librairie de Young. Si la boutique d'antiquités fonctionnait bien, Keith ferait venir sa femme, Caroline, et ils feraient de Silver Plum leur résidence permanente. Approchant de la cinquantaine, Keith traversait une crise de la quarantaine. Il s'est fixé des buts pour améliorer sa forme, vaincre son vertige et débuter l'écriture d'un roman. Bientôt, Keith devint obsédé par l'homme qui possédait le magasin qu'il occupait actuellement, Tom Young, et le mystère de sa disparition.
Croyant que c'était une bonne histoire, Keith s'est mis à parler aux habitants de Silver Plume qui connaissaient Young. Lorsque Keith a commencé à écrire son livre, il a basé le personnage principal, Guy Gypsum, sur Young et lui-même. Les gens disaient que Keith était tellement absorbé par son histoire qu'il croyait parfois qu'il était Gypsum. Le 31 juillet 1988, sur la montagne républicaine voisine, 2 chasseurs ont découvert un corps ainsi que les restes d'un chien. Tous 2 avaient une seule blessure par balle à la tête. La police a enquêté et a déterminé qu'il s'agissait des corps de Tom Young et de son chien, Gus, qui avait disparu 1 an plus tôt. Un revolver a été trouvé sur les lieux. Au cours de l'enquête, la police a appris que Young avait acheté le pistolet 4 jours avant sa disparition. Ils ont conclu à un suicide pour sa mort. Une semaine plus tard, à 14h30, Keith Reinhardt a fermé son magasin d'antiquités pour la journée. Il a fait le tour de la ville en disant à plusieurs personnes qu'il allait grimper au sommet de la montagne Pendleton. À 16h, il est entré au café de Parker et a parlé à son ami de l'ascension. Keith a dit que s'il ne revenait pas, ils appelleraient les secours. Personne ne prenait Keith au sérieux parce qu'il ne grimpait jamais seul à cause de sa peur des hauteurs. Il était également 4 heures de l'après-midi et cette randonnée prendrait 6 heures à conquérir. De plus, il n'était pas habillé de manière appropriée pour une ascension. Il portait des chaussures de tennis, un jean bleu et une chemise en flanelle et il n'avait pas de provisions. Le 7 août 1988 à 16h30, Keith a été aperçu pour la dernière fois se dirigeant vers la montagne. On ne l'a plus jamais revu. Le lendemain matin, lorsqu'il n'est pas revenu, une équipe de recherche de 125 hommes avec des hélicoptères, une douzaine de chiens de piste ont fouillé la montagne Pendleton. Tragiquement, lors de la recherche de 7 jours, l'un des pilotes s'est écrasé et a des morts dans les montagnes. La recherche a été interrompue après 7 jours car aucun indice n'a été trouvé concernant la localisation de Keith. Certains des problèmes étaient le terrain difficile avec 3000 pieds verticaux et des pentes de 60 degrés. De plus, comme Keith n'avait pas de provisions, cela donnait moins d'indices à la police pour chercher. Dans les 30 années précédant la disparition de Keith, les équipes de secours alpines du Colorado ont localisé chaque personne dont ils savaient qu'elle était portée disparue. Cependant, ils n'ont pu trouver aucune trace de Keith. Cela a conduit certains à spéculer qu'il n'est pas allé à la montagne. Les amis de Keith ont fouillé sa maison à la recherche d'indices possibles. À côté de son ordinateur se trouvait un journal avec le titre « Le corps de Tom Young trouvé ». Quand ses amis ont regardé son ordinateur, le roman inachevé sur lequel il travaillait était toujours à l'écran. Les derniers mots qu'il a écrits étaient « Guy Gypsum a enfilé des bottes de randonnée et a mis une chemise en flanelle lourde ». Il comprenait maintenant Tom et sa motivation. Guy a fermé la porte puis s'est dirigé vers la luxuriante forêt du Colorado sans ombre au-dessus. Ses amis n'ont trouvé aucun indice définitif concernant son lieu de résidence. Le cas de Keith Reinhardt est apparu dans l'épisode du 31 janvier 1990 de Mystère non résolu. Cependant, l'émission n'a révélé aucune nouvelle piste. Selon certaines théories, Keith se serait suicidé dans les montagnes comme Young. Cependant, sa famille a déclaré qu'il était optimiste quant à l'avenir et avait une attitude mentale positive. Il pensait donc que ce n'était pas une véritable possibilité. Une autre théorie est que Young et Keith ont été abattus par la même personne. Opérant dans le même magasin, il est possible qu'ils aient tous 2 rencontré quelque chose que quelqu'un voulait garder secret. Bien que la mort de Young ait été jugée un suicide, les tests balistiques de l'arme de Young n'ont jamais pu confirmer si la balle provenait de cette arme. Selon une théorie de proches de Keith, il aurait voulu créer son propre mystère et quitter sa vie. Ses amis et sa famille pensaient que la découverte du corps de Young avait ruiné le mystère du roman inachevé de Keith et avait coulé l'histoire de l'auteur. Ils ont aussi dit que le magasin d'antiquités était en difficulté et qu'il voyait ses rêves s'envoler. Le jour où Keith a disparu, il a dit à autant de personnes que possible qu'il allait escalader la montagne Pendleton pour laisser une fausse piste et tout laisser derrière lui.
La femme de Keith, Caroline, ne croit pas à cette théorie car elle ne pense pas qu'il aurait laissé derrière lui ses proches. Cependant, elle espère toujours qu'il est vivant. Elle a dit que s'il rentrait à la maison, elle divorcerait de lui et elle accepterait ses raisons de partir. Malheureusement, Sven, le fils de Keith qui est apparu dans Unsolved Mysteries, est décédé d'une intoxication au monoxyde de carbone en novembre 2001. En septembre 2021, 2 étudiants en cinéma faisaient de la randonnée et filmaient pour un film étudiant sur la montagne Petalden quand ils sont tombés sur le portefeuille de Keith. C'est la première trace de lui qui a été trouvée en 33 ans. Le documentaire en cours explore la possibilité que Young et Keith aient été victimes d'un acte criminel. Selon leur site web, le documentaire Dark Side of the Mountain est en post-production sans date de sortie fixée. L'année prochaine marque le 35e anniversaire de la disparition de Keith Reinhardt. S'il est toujours en vie, il aurait 85 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir Criminally Listed, sur la chaîne Criminally Listed, nous avons plus de 325 vidéos. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Vous pouvez le trouver à youtube.com/criminallylisted. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed – Presents into the Killing. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé.